BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, 19h31 ce mardi soir. Vous avez choisi BFM Business, vous faites bien. Vous le savez, du lundi au jeudi, nous sommes ensemble 19h30, 21h pour refaire la tech et commenter toute l'actualité tech du jour et puis parfois décrypter tout cela avec nos experts. Et ce soir, dans Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business, nous allons beaucoup parler de télécom avec, écoutez, cette première actu qui est du jour. Ça y est, on dit adieu à la 2G. Alors, la 2G, vous vous dites, mais je m'en sers plus. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Certains objets s'en servent encore. On parlera encore télécom avec Free qui a lancé aujourd'hui un nouveau forfait illimité. Tout est compris, même les connexions à l'étranger. Et puis tout à l'heure, je recevrai la présidente de Sanofi France, Sanofi qui s'associe à Station F pour essayer peut-être de trouver de nouvelles molécules grâce, je vous le donne en mille, à l'intelligence artificielle. On en parlera tout à l'heure. Un grand merci d'être là, bienvenue. C'est Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'ActuTech avec ce soir jusqu'à 20h30. Frédéric Simotel. Salut Fred. Salut François, salut à tous. Journaliste à BFM Business. En face de toi, tu as quand même deux calibres de la tech, quand même, on peut le dire. Didier Sens est là. Salut Didier. Bonsoir. Didier Sens, qui est journaliste tech, bien évidemment, depuis quelques années, on va dire. Et à tes côtés, mon cher Didier, c'est Clément qui est là. Clément David. Salut Clément. Comment ça va ? Mais très bien, président de Théodo Cloud. Toujours. Voilà, passionné de cloud, mais pas que de ça d'ailleurs. Hein. Attends, il y a des trucs ce soir, c'est des trucs extraordinaires. Et oui, bien sûr. T'as résumé le chapitre télécom ou pas de Tech & Co ? J'ai tout bossé. Voilà, parce qu'il ne faut pas que tu déçoives ta maman qui nous écoute. Madame, on vous salue. C'était le maquis avant le gros bouquin des télécoms. Là. Le maquis, le truc du restaurant japonais ? Ouais, c'est ça, moi je pensais. Moi je pensais que c'était le truc corse, tu sais, chacun sur les montagnes. Un gros bouquin qui te racontait tous les réseaux, qui s'appelait le maquis. C'était la référence, c'était la Bible pour les ingénieurs télécoms. Voilà, merci. On a envie des choses. C'était Frédéric Simotel. Ouais. Voilà. Sacrée aventure. Là, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et tout de suite, on est à un autre niveau. Et oui, parce qu'on va commencer par cette information. C'est bientôt la fin de la 2G, les amis. Le réseau mobile de deuxième génération peut à peu déconnecter à partir d'aujourd'hui en France. Alors, Orange commence par débrancher Biarritz, Bayonne et Anglette. Une extinction, en fait, progressive jusqu'à la fin de l'année, normalement, qui pénalise certains professionnels. Les explications d'Alexandra Paget et on revient juste après. Première étape symbolique, Orange va désactiver à distance son réseau 2G dans 28 communes du sud-ouest. En France, 1,5 million de téléphones de particuliers équipés d'une carte SIM sont uniquement compatibles 2G selon le régulateur des télécommunications. Pour les utilisateurs des cartes en question toujours actives, pas d'autre choix que de changer de téléphone. Cette mutation technologique soulève de nombreuses oppositions, notamment de la part des professionnels de l'immobilier, de l'automobile, de la santé ou de la sécurité. Un tiers des ascenseurs en France, par exemple, utilisent la 2G pour leur système d'alarme. Idem pour les fabricants de téléassistance. Les boutons d'appel des personnes âgées, notamment. Déployés dans les années 90, la 2G est un vieux réseau, plus fragile face au risque de cyberattaque et aussi plus énergivore. L'extinction de la 2G permettra également de récupérer des fréquences qui seront réattribuées pour des technologies plus récentes comme la 4 et la 5G. Petite larme quand même de nostalgie, non Didier ? On a connu, nous, les débuts de la 2G. Alors Clément, lui, évidemment... Il n'était pas né. Si, attends, je disais tout à l'heure que j'avais connu le WAP. C'est vrai que tu avais connu le WAP. Et c'est Didier qui m'a expliqué, parce que je lui ai dit, mais dans ma tête, on est passé après direct à la 3G. Ouais, je ne comprenais pas 2G, j'avais jamais entendu. Oui. Tu m'as donné une explication, je te laisse la primauté de... Donc, on n'a jamais parlé de 2G avant de parler de 3G, en fait. Mais bien sûr. Et c'était le début du GSM, les amis. Milieu des années 90. Voilà. Si on avait tous un petit téléphone avec une petite antenne et qu'on pouvait passer des coups de fil comme ça, sans que ça coûte une fortune, c'est grâce à la 2G, hein. Oui, c'est ça, mais ça ne s'appelait pas la 2G à l'époque. Non. Maintenant, on l'appelait comme ça parce qu'il y a eu la 3G, puis la 4G et maintenant la 5G. Donc, c'est vrai que c'est une technologie qui a accompagné les débuts de la téléphonie mobile. Technologie française en plus, je crois, la 2G, hein, le GSM. Hein, c'est français ou européen. Européen. Le Minitel aussi. Oh non, mais là tu vas beaucoup trop loin, Clément. Je sens quand même une petite pointe de moquerie dans cette discussion. J'ai regardé les résultats de mon bac français sur Minitel, sache-le. Ah, pas mal. Ouais.
Pardon Didier, excuse-moi, mais tu vois... Ok, boomer. C'est ça. Et donc comme toutes les technologies, comme ça va de plus en plus vite, au moment, il arrive un moment où elle est tellement dépassée par les plus récentes que ça sert à rien de les maintenir. On l'a vu avec la TNT, on l'a vu avec le câble, on l'a vu avec différentes technologies dans le milieu de la tech. C'est pas nouveau qu'une technologie comme ça disparaisse. Le seul problème, comme c'est bien dit dans le reportage là, c'est qu'effectivement il y a encore plein d'équipements qui fonctionnent avec des réseaux 2G. Alors on parle des ascenseurs parce que c'est le côté le plus emblématique, mais il y a aussi beaucoup de capteurs industriels, terminaux de paiement. Terminaux de paiement. Fred, je crois que ta prothèse du genou est 2G. Ah oui, regarde. C'est ça, je crois. Hein. Demain, j'arrive en boîte. Demain, il pourra courir moins vite. Il pourra ne courir moins vite. Et le problème, c'est que les gens ne sont pas forcément au courant. Par exemple, sur les histoires de télésurveillance, c'est hyper important que les assureurs et les opérateurs de santé interviennent pour prévenir les gens, parce que c'est vraiment un problème de santé publique. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a tout ce qui concerne, ce qu'on appelait à l'époque le machine to machine. Voilà, c'était tu as aujourd'hui. D'ailleurs, tiens, on en a parlé du machine to machine pour des histoires de cyberpiratage là récemment, parce que tu as plein de stations aujourd'hui, mettons des stations d'épuration qui ont une carte SIM qui est connecté donc à des réseaux pour remonter des alertes, si le taux de l'eau, voilà. Oui, bien sûr. Et la 2G suffisait amplement pour ces informations. Et la 2G suffisait amplement parce que c'était des petites communications, et tout ça c'est resté. Donc maintenant il va falloir aussi changer tout ça. Ça peut poser aussi un problème de cybersécurité, parce que c'était des choses on n'était pas encore à sécuriser trop ces communications. Je ne dis pas qu'on va aller pirater la 2G dans les stations d'épuration Mais voilà, il y avait pas mal de choses à changer. La télésurveillance aussi, les premiers modèles de télésurveillance connectés étaient en 2G. Il se dit qu'en certaines zones rurales, on a encore des gens qui auraient de la 2G. La question que je me posais, parce qu'il est question à peu près il y a environ 5 millions de cartes SIM 2G, 3G en France, d'après les chiffres officiels, et on dit que la moitié sont des utilisateurs, des gens, des abonnés. Mais alors la question c'est, est-ce que c'est leur terminal qui est 2G, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont encore un vieux terminal est-ce qu'ils ont qu'une antenne avec une antenne comme les StarTAC ou les Motorola, les Nokia de l'époque? Dans ce cas-là, combien sont au fond du placard et n'ont jamais été utilisés? Ou est-ce que c'est vraiment des cartes SIM? Et dans ce cas-là, combien sont utilisés régulièrement? Voilà, c'est la question que je me posais. Je n'ai pas réussi à avoir la réponse. Mais non, mais c'est vrai. Alors Clément, je vais te donner la parole, mais c'est vrai que dans certaines régions, certaines personnes, moi j'ai vu, la dernière fois, pour tout vous dire, j'étais en Corse, et j'ai vu quelqu'un qui avait un téléphone à clapper, quoi. Un téléphone à clapper. Et les téléphones à clapper, c'est peut-être de la 2G, tu vois. Non, c'est la Corse, c'est pour pas être repéré. Tu crois? C'est pour ça? C'était un prépayé, en fait. Ok, oui, c'est pour ça qu'il se cachait un petit peu. Voilà, je le voyais derrière les poteaux. Mais il y a quand même tout un enjeu. Enfin, je reviens sur mon histoire de cyber, parce que c'est un enjeu important, parce qu'on a affaire quand même à une dépendance à des équipements vieillissants qui sont plus forcément maintenus. Donc, ils peuvent être des portes aussi. Oui, bien sûr. Sur cet aspect cyber. T'as ça, Clément. Mais c'est pour ça qu'en fait, ça s'arrête, parce que ça coûte trop cher à entretenir. Énergétiquement, ça mange beaucoup. Ouais. Mais alors, en vrai, on a quand même deux soucis. Le premier, c'est que c'est ce qu'on appelle le legacy invisible. C'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, on n'a pas d'inventaire de qui utilise quoi, de quelles sont toutes les entreprises etc. Et il y a quand même beaucoup d'entreprises pour lesquelles ça va impliquer une migration un peu compliquée. Ça veut dire souvent changer le hardware, donc le produit en lui-même. Ça veut dire passer d'un système à un autre avec les questions de coût, les questions de délai, les problématiques de sécurité. Donc déjà, c'est pas anodin. Et surtout, la 2G, ça coûte pas cher. Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, tu vois, tout ce qui est alarme, etc., ascenseur, machin. Si tu dois passer, tu vas pas passer sur de la 3G parce que sinon tu seras obsolète dans 3-4 ans et que tu vas pas te retaper tout le même cycle. Mais le cycle de l'arrêt de la 3G, c'est dans 2 ans. Hein. C'est ça. Donc le vrai problème, c'est tu as le coût de migration déjà, et en plus, c'est la responsabilité de qui? Est-ce que c'est l'équipement? Est-ce que c'est l'entreprise qui l'utilise? Et tu as le deuxième problème qui est la 4G et la 5G, ça coûte beaucoup plus cher. Et oui, c'est parce que ça te permet de faire passer beaucoup plus de données. Mais en fait, tous ces systèmes, s'ils ne sont pas passés, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, est-ce que ces entreprises-là, dans leur business model,
elles vont s'y retrouver de la même manière? Est-ce que ça va taper dans leur marge, voire est-ce qu'elles seront encore rentables quand elles seront obligées de se payer des équipements qui sont sur des réseaux et qui consomment des réseaux 4 ou 5G? Le coût du service et tout ça. Exactement. Oui, enfin, la question ne se pose pas quand il s'agit de renouveler un système informatique, par exemple, parce qu'on est habitué à ça. On est habitué à changer de logiciel parce qu'il y a une évolution. Oui, mais moi, c'est pour ça que j'ai des clients qui, en 2026, aujourd'hui, se posent toujours la question de est-ce que je vais sur le cloud ou pas? C'est pas pertinent pour tous les business models. Tu vois ce que je veux dire? Justement, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'ont pas fait cette migration. Or là, c'est une migration qui est obligatoire. C'est ça le problème, c'est que les entreprises qui n'ont pas bougé, il y a une raison pour laquelle elles n'ont pas bougé. Tu vois ce que je veux dire? Malgré qu'on les ait prévenus. Ça fait quand même un bout de temps qu'on dit attention, le réseau 2G va s'arrêter. Mais j'ai encore entendu des industriels et des opérateurs qui disaient c'est un scandale, on va encore agir dans la précipitation, on nous oblige à renouveler nos ascenseurs, nos machins, nos trucs, alors qu'on n'était pas prévenus. Ça fait quand même un bout de temps qu'on est prévenus. Non, puis c'est une façon aussi d'entrer dans un nouveau siècle hein, quand même, parce que les ascenseurs, bon, il y a bien l'alarme pour ascenseurs, mais aujourd'hui les ascenseurs, ils peuvent être aussi bénéfiques en termes de pour la maintenance, mettre davantage de données aujourd'hui au niveau des ascenseurs. Oui, ça permet aussi d'avoir d'autres services. Ça permet d'avoir des services de maintenance. Ça permet dans les entreprises aussi d'avoir des services de circulation, statistiques, tout ça, bien sûr. Et puis il y a même des, en fait, ils arrivent même à détecter l'usure de pièces avant qu'elles ne cassent. Oui, ça c'est la maintenance. C'est dingue parce que le bruit change, parce qu'il y a des, Mais ça veut dire être préparé commercialement à vendre quelque chose de plus cher, à être sur un positionnement premium. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas fait la transfo, c'est aussi que peut-être ils sont sur la partie bas de gamme du marché où ils n'ont pas envie d'investir pour proposer des services en plus. Je veux dire, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, ça fait un moment qu'ils le savent. Et donc, ceux qui n'ont pas bougé, il y a une raison. Et c'est-à-dire que commercialement, probablement non plus, ils n'ont pas la base client ou les offres qui permettent de tirer parti de cette évolution. Moi, il y a un truc il faut les accompagner, parce que tu parlais, il y a la maintenance prédictive, mais aujourd'hui, dans les bâtiments intelligents, les ascenseurs permettent aussi de savoir combien de personnes sortent à telle heure, et donc peut-être faire un appel au VTC, tu vois, enfin, il y a tout un ensemble de choses. La ville du futur. Oui, mais moi, je me souviens de ces les ascenseurs, moi, je les avais reçus, et ils parlaient de tout ça, de la fluidité dans les bâtiments. Ils jouaient beaucoup avec, justement, tout ce que les ascenseurs captaient. Il y avait un vrai usage. Mais par contre, il faut basculer dans une autre technologie. Donc, il y a ça aussi, c'est tous ces nouveaux services qu'on peut apporter au terme d'IoT, de maintenance, de circulation, de fluidité, de sécurité. IoT. Tu sais, on parlait... C'est l'IoT pour ça. IoT. On parlait à un moment de... Tu te rappelles au Japon, par exemple, où ils viennent de décider d'arrêter d'utiliser des disquettes. Oui, pour certains appareils, justement. Parce ils sont perdus parce qu'ils avaient une quantité de données sur les disquettes. Mais on est un peu dans la même situation. On est sur une technologie obsolète. Il faut changer d'époque. Alors, malgré tout, ça me fait un peu penser à l'arrêt du cuivre aussi pour le téléphone fixe. Effectivement, c'est le progrès. Et on va pas pleurer sur cette technologie. Mais malgré tout, ce sont des technologies qui étaient très résilientes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la 2G, souvent, c'est le seul truc qu'on capte avant de ne plus rien capter. Et quand vous êtes en campagne, etc., parfois vous perdez la 3G, mais vous avez encore un peu de 2G, parce que la 2G est plus robuste, en fait, que la 3G, la 4G ou la 5G. Donc ça, qu'est-ce qui va se passer finalement? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des zones où, malgré tout, avant, tu pouvais passer un coup de fil, ou envoyer un SMS, parce que la 2G servait aussi à envoyer des SMS. Bien sûr, mais c'est une autre technologie, il faut notre truc et tout, tu vois, voilà. Donc ça, et c'est un peu comme le cuivre. Orange, évidemment, dit c'est génial, on coupe le cuivre, etc. On est tous à la fibre. Mais avant, avec le cuivre, tu n'avais plus d'électricité à la maison, tu pouvais passer un coup de fil. Et bien là, maintenant, avec la fibre, c'est terminé. Parce que si tu n'as plus de courant, ta box ne marche plus et tu ne peux plus passer de coup de fil. Tu vois. Donc il y a malgré tout une certaine résilience dans les anciennes technologies qu'il n'y a plus aujourd'hui. Oui, mais à ce moment-là, la voiture à manivelle... Non, t'exagères, Clément. Là, tu vas trop loin. Non, mais je suis très sérieux. Tu vas trop loin. C'est-à-dire que tu as une batterie externe pour ton téléphone et résultat, pour passer un coup de fil, tu branches ton téléphone sur ta batterie externe. S'il n'a plus de batterie... mais quand c'est ta box en fixe, tu vois, comment tu vas mettre ton powerbank sur la box? C'est pas possible. Qui utilise un fixe et n'a pas de téléphone en alternative? Je veux dire, à un moment, tu vois, c'est... Ouais. Ok. Non, mais c'est un peu mon côté survivaliste, tu vois. Quand je serai dans mon abri anti-atomique, il n'y aura que le fixe qui pourra marcher. Mais aujourd'hui, tu as raison sur un point. Aujourd'hui, on voit les phénomènes climatiques qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus forts, qui frappent pas uniquement les régions lointaines. Et là, aujourd'hui, quand les antennes ne fonctionnent plus, tout ça, le cuivre, il a au moins l'avantage de continuer à passer. Enfin, si l'autocom n'est pas sous l'eau, ça continue à passer. Enfin, il y a quand même des choses.
Enfin voilà, bon, c'était une Tu as petite... ta barre à ta beurre à côté, comme ça tu peux faire ton beurre toi-même. Mais ça va être intéressant de voir petit à petit quand Orange va couper en fait la 2G, ce qui va se passer s'il y a des gens qui vont perdre le réseau. Il y a des gens qui vont le découvrir, c'est sûr. C'est sûr, tu vois, grand public, tu disais, c'est vrai que les entreprises sont prévenues. Grand public, c'est sûr que tu as plein de gens. Un matin, ça a pu marcher. Bien sûr, mais moi je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont arriver dans des boutiques Orange. Je comprends pas, mon Alcatel, il marche plus. Alors il y a des offres chez les opérateurs, hein. Apparemment, ils offrent, il y a des offres de reprise de matériel pour passer. Mais bon, comme tu dis, ton copain corse, il a peut-être pas besoin d'avoir un iPhone dernier cri. Non, mais tu vois, les téléphones à clapet, je pense que maintenant, les téléphones à clapet que tu achètes, parce que tu peux en acheter, sont 3G. Mais si tu as des vieux modèles, à mon avis, ils sont 2G. À une époque, d'ailleurs, c'était à la mode. Rappelle-toi toutes les vedettes, Rihanna, etc., qui se baladaient avec un dumb phone, parce que justement, elle ne voulait pas exposer de son smartphone en public. Et il y avait une vraie tendance au retour, justement, à ces téléphones qui ne faisaient que téléphoner. Moi je connais des patrons, des DG, des grands DG qui ont un téléphone à clapet. Des grands 2G. Qui ont un téléphone à clapet parce que justement, ils veulent se déconnecter de leur smartphone le week-end, mais ils veulent quand même être connectés s'il y a quelque chose de grave. Et là, le numéro, il y a 3 personnes qui l'ont, mais au moins, il n'est pas tenté le week-end de regarder. Et s'il y a le feu dans l'usine, ils appellent le téléphone 2G. J'en connais quelques-uns comme ça. C'est ça. Bon. Il est au courant des derniers potins des DG. Mais donne des noms, tu donnes jamais de noms. Je dirais Romain Molina, tu donnes des noms. Non, t'as vu ? Non. Même sous la torture, il tombe. Il ne dira rien. Le Jean Moulin de la tech. C'est exactement ça. Enfin, pas Jean Moulin dans Tech & Co, parce que là, ça mouline quand même. Il raconte des choses. Allez, on enchaîne. Attention, deuxième sujet lié aux télécoms, les amis. Vous avez sans doute suivi l'annonce de Free. Free qui, encore une fois, est très fort dans le domaine du marketing, qui a teasé tout le week-end avec sa nouvelle offre. On s'attendait... enfin, il y a même eu des rumeurs comme quoi Free allait lancer une connexion Starlink, tu sais, sur les téléphones. Finalement, que nenni, il n'en est rien. L'annonce de Free, c'est un nouveau forfait qui s'appelle le forfait Free Max, ou Free Mobile Max, Free Max, je sais pas, un truc comme ça, et qui vous permet d'avoir de l'illimité. Alors, en France, ça c'est pas nouveau, parce que chez Free ça existe, et puis ça existe aussi chez SFR, je crois, depuis un certain temps. La nouveauté, c'est que vous avez de l'illimité aussi dans plus de 130 pays. Donc, à l'étranger, vous pouvez aller et avoir de l'illimité en roaming. Tout ça à un prix quand même assez free, 29,99 je crois. Si vous n'avez pas de box free, mais si vous avez une box free, vous enlevez 10 €. Donc là, vous tombez à 19,99. Et je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus. D'autant que tout à l'heure, je recevrai le directeur général de Free qui sera avec nous, Nicolas Thomas. Il nous commentera ce nouveau forfait. Clément. J'ai un petit coup de gueule à passer contre tes confrères pour... je peux se mal formuler. Bref, je suis pas content contre tes confrères. Parce que le donc c'est pas contre nous. Voilà, non, vous êtes parfait. C'est une superbe émission. Bien sûr. Le narratif un peu fainéant qui est de dire regardez, Free refait le coup qu'ils ont fait avec l'illimité pour les appels. Maintenant ils le font à l'étranger. Décidément, ils changent la donne sur le marché. C'est dingue, etc. L'innovation. Faut être sérieux. On peut pas comparer les deux innovations. À l'époque, ils ont retourné le marché. Il n'y avait pas d'illimité. Je veux dire, en termes de pouvoir d'achat, ils ont fait plus que 15 présidents les uns après les autres. Ils ont cassé les prix. Et en vrai, tu prends un Américain aujourd'hui, encore aujourd'hui, il hallucine qu'on ait l'illimité à ce prix-là. Et là, tu compares avec un espèce de coût marketing qui va servir à 2% des gens, tu vois, ceux qui voyagent beaucoup, qui machin. En plus, la plupart du temps, on est en Europe. En fait, l'illimité, on l'a déjà. C'est bien, mais c'est plus un coût marketing, tu vois. Alors, c'est pas de l'illimité qu'on a en Europe. Quand tu vas en Europe, tu as une enveloppe de data. Non, mais ton enveloppe 5, de data. 10, 15, 20, 30 gigas. Non. Je suis pas en train de dire que c'est pas généreux, mais c'est pas de l'illimité vraiment. C'est vrai. Mais attends, pour une fois que je dis du bien de l'Europe, tu peux me... Donc, non, mais en fait... Appelez-moi André Losgo-Pietri, si vous voulez. Je dis pas que c'est anecdotique, mais en revanche, on peut pas comparer ça à ce qui s'est passé il y a 20 ans avec le téléphone illimité, c'est pas possible. Bon, voilà, okay, c'est ça le coup de gueule. Coup de gueule. Maintenant, sur le fond. En vrai, sur le fond, je pense que... challenge. Non, mais sur le fond, je pense que c'est un modèle salle de sport. C'est-à-dire que la vérité, c'est que tu as 1% des gens qui en ont besoin, qu'ils parient sur le fait qu'ils vont utiliser une petite quantité de données parce que finalement, en fait, la consommation est pas si folle que ça, tu joues toujours sur le Wi-Fi, sur machin, et que finalement, le coût de com est pas très cher. C'est mon avis. Voilà, je sais pas si c'était une autre vision, mais alors moi ça m'impressionne pas tellement. Je trouve que c'est l'offre qu'on attendait, en tant que journaliste. Chaque fois qu'on se baladait aux États-Unis, en Chine, c'était la galère pour se connecter, tu te rappelles ? Ah, mais c'est 1% du marché. Non, mais je sais. Alors, je te donne mon point de vue après. Et puis, je vous rassure, on n'est pas tout le temps en Chine ou aux États-Unis. Alors,
c'est le forfait qu'on attendait, nous, journalistes, en déplacement. Parce qu'effectivement, il fallait soit souscrire auprès d'un opérateur local, soit avoir une eSIM plus récemment, mais ça n'existait pas il y a quelques années. L'eSIM a changé les choses quand même. L'eSIM a changé les choses, où les opérateurs locaux, enfin c'était une galère, il fallait changer de numéro, prévenir qu'on avait un nouveau numéro, etc. Donc là, je trouve cette formule absolument incroyable, parce que effectivement, ça va résoudre le problème des grands voyageurs et des gens qui sont souvent en déplacement dans les pays où ils ont besoin de communiquer. Mais comme le signale parfaitement mon voisin, waouh, il a oublié mon nom. Ça ne concerne Clément, mon voisin. Ça ne concerne que X% de la population. Effectivement, c'est une offre assez limitée. Mais elle arrive à point nommé pour tous les gens qui en ont besoin. Voilà, c'est tout. C'est illimité ou il y a une petite... Non, c'est illimité. Non, c'est illimité. Il n'y a pas un 35 gigas qui traîne? Non. Parce que ça, non. On connaît ce genre d'offre. Auparavant, ils offraient déjà... Enfin, Free a été très généreux sur le roaming depuis le début, finalement. Ouais. Petit à petit, ils ont rajouté des pays, on s'en souvient. Ils ont déjà des super offres. Ils ont déjà des super offres. Mais en fait, si tu veux, tu payes 10 € de plus pour avoir de l'illimité, quoi. De l'illimité, à la fois avec en France. le forfait 5G, oui. À la limite, ça arrive peut-être 2 ans trop tard. C'est-à-dire que les eSIM, ça marche vraiment bien de grand public, application facile à utiliser depuis 2-3 ans. Tu vois, moi, j'ai pas mal au Maroc pour le taf. Je prends toujours une eSIM. C'est assez facile. En revanche, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Mais quand tu voyages pour le travail, finalement, tu le passes en note de frais. Donc, tu vois, moi, ça changeait pas grand-chose à ma vie. Des gens qui peuvent pas se faire rembourser ce type de dépenses et qui voyagent suffisamment pour le justifier. Bon, mais je suis curieux de voir l'interview qu'il y aura tout à l'heure pour le coup dans l'émission. Et on va essayer de poser les bonnes questions tout à l'heure à mon invité. Mais, Fred. Non, je pense que c'est la chose qu'on attendait, mais en fait c'est vraiment de l'image. Je pense comme toi, hein, c'est vraiment de l'image parce que les gens qui voyagent, qui utilisent beaucoup de roaming et tout ça, il y en a pas tant que ça. On est quand même beaucoup en Wi-Fi quand on est à l'étranger, on trouve des Wi-Fi un peu partout. Et puis je serais curieux de savoir combien. En Chine, c'est compliqué. Ouais, je serais curieux. Il y a le VPN intégré, c'est ça pour la Chine, j'ai vu ça. Mais par contre, je serais curieux de savoir les accords avec chacun des opérateurs et combien ils reversent, parce que ça ne doit pas être gratuit, hein, les accords. Non, ils ont passé des accords apparemment, oui. Non, mais après, c'est une question, de probabilité, si tu veux. Tu vois, s'il y a 0,01% qui va consommer plus que 99,99%, ils seront autrement gagnants, tu vois. Donc, voilà, c'est ça. Bon, écoutez, le directeur général de Free... ça veut dire que les concurrents vont être obligés de s'aligner aussi. Ou pas, enfin, tout dépend. Enfin, je vois que ça bouge pas mal du côté des opérateurs télécoms, et notamment chez SFR. Alors, SFR qui est en situation, on va dire, un petit peu là, ils se sont... de transition, et ils se sentent un peu... Ils s'émancipent, SFR, parce qu'ils se disent, bon, de toute façon, on va voir ce qui va se passer. Et donc, ils font des offres assez intéressantes, en illimité, avec de la data aussi beaucoup à l'étranger, etc. Après, est-ce que c'est pas un moyen aussi pour Free, tu vois, de relancer un peu la guerre des prix par rapport à ça, tu vois, de jouer, de voir... Avant les grandes manœuvres, voilà. Oui, non, mais de jouer sur cet aspect-là, genre, illimité à l'étranger, c'est merveilleux. Et puis que les autres... après, il y a une bataille des prix qui revient en France. C'est un moyen d'essayer de toujours un peu secouer le marché. Ouais, c'est clair. Bon, on reviendra sur ce sujet dans quelques instants. Ça sera en deuxième partie de Tech & Co avec donc le directeur général de Free qui sera avec nous. Toujours dans les télécoms, et on va terminer là-dessus. Belle demi-heure télécom, hein. Vous avez vu la 2G, Free Mobile, et là on va parler d'Amazon et satellite. Vous savez qu'aujourd'hui Starlink est en train de bouleverser la manière dont on communique dans les avions. Je ne sais pas si vous avez testé Starlink dans les avions, mais c'est hallucinant. Vous êtes sur votre canapé à la maison, vous avez 200-300 mégabits, pas de latence, ça marche super bien, c'est incroyable. Petite révolution, tant et si bien que quand on a goûté à ça, on arrive dans un avion qui n'a pas Starlink, on se dit waouh, je peux sortir s'il vous plaît. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que Delta Airlines, qui est l'une des plus grosses compagnies américaines et voire même mondiales, je pense, Delta Airlines a passé un accord non pas avec Starlink, mais avec Amazon Leo. Vous savez que Amazon et Leo, donc Leo c'est le nom de la prochaine constellation d'Amazon, qui sera peu ou prou celle de Starlink. Eh bien l'info c'est que Delta Airlines va faire confiance aux concurrents de Starlink. Ça commence à bouger un petit peu dans ce domaine-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Faut essayer de voir les conditions qu'il y a derrière. Ils ont fait appel à
à Amazon parce qu'ils ont un accord avec AWS, c'est que cet accord semblait être la suite, l'adoption de Léo semblait être la suite logique de leur politique avec Amazon. Maintenant, le problème de Léo, c'est qu'ils ne sont pas au niveau quantitatif de Starlink. Et que oui, mais ils viennent de lancer leur truc. Là, c'est en plus c'est Arianespace qui lance les satellites Léo. Je crois que c'est à chaque fois c'est 30 ou 40 satellites. Qui sont apparemment, ils utilisent aussi SpaceX. SpaceX, ouais. Mais en tout cas, je sais qu'Arianespace, oui. SpaceX, je ne savais pas. Clément. Ouais, en fait, c'est intéressant parce que, en effet, je pense que la question c'est qu'est-ce qui va permettre à Amazon de revenir dans un marché où ils ont un retard phénoménal. C'est-à-dire qu'ils ont 200 satellites, tu vois, Starlink, ils en ont 10 000. Ils avaient annoncé les premiers satellites pour début 2024, ils les ont lancés début 2025. Ils devraient être à 50% de leur objectif, je ne me rappelle plus exactement le chiffre, ils sont à 10-11%. Donc ça patine quand même pas mal. Le projet s'appelle Kuiper, Amazon Kuiper. Ça patine sévère. Ça s'appelait comme ça. Ça s'appelait comme ça. Kuiper, c'était le nom de code, maintenant ça s'appelle Léo. Ouais, mais... Donc la question c'est en effet qu'est-ce qui va leur permettre, pour eux le projet est critique puisqu'en fait ça leur permet de maîtriser l'accès au cloud. Et en plus Google s'est pas positionné, Azure s'est positionné, donc en fait ça fait un différenciant stratégique. Ils n'ont pas du tout envie de laisser le truc passer. En effet, le fait d'avoir une synergie avec des clients qui sont déjà chez AWS, notamment pour tout ce qui est data, le fait que tu n'aies pas besoin de changer de plateforme pour analyser les données, pour les stocker, etc., pour faciliter aussi les enjeux de latence. Et tu te dis, en fait, on vient juste brancher l'avion à une plateforme qui existe déjà. Et vous occupez de rien, monsieur Delta. Exactement. Tout va marcher nickel. Là, pour le coup, c'est un argument de vente intéressant. C'est vrai. Donc, moi, ce que je vois là-dedans, parce qu'il y a plein de, tu vois, Lufthansa, United, ils sont déjà chez Starlink, etc. Air France aussi. Voilà. Il n'y a pas un nombre de compagnies illimitées à aller chercher. Le fait de dire, si vous êtes sur AWS, on a une intégration data IA qui va faire qu'on va proposer une performance et des services plus simplement opérables que si vous êtes sur Starlink, c'est peut-être leur porte d'entrée. Mais il va falloir produire un peu du satellite. Là. Ouais, c'est clair. Fred ? Moi alors, je vais faire comme parfois certains chroniqueurs qui disent « je vous l'avais dit », mais rappelez-vous quand Kuiper a été annoncé, elle a dit Kuiper, l'arme fatale de Amazon, ça va être AWS, hein, et Delta, c'est ça. Ouais, c'est vrai que tu as toujours dit ça. Non, mais c'est vrai. Et pour moi, c'est assez clair, et c'est comme ça qu'ils vont aller démarcher. Alors, effectivement, il faut qu'il y ait plus de satellites et tout ça. Effectivement, ils n'auront sans doute pas tous les clients. Compagnies aériennes, ils peuvent en avoir plusieurs. Ils n'auront pas les clients dans le retail, AWS, mais en tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, toutes les connexions satellites qu'ils peuvent avoir, ils sont en train de négocier comme des fous à travers leurs clients AWS. Et Delta, ça fait un moment qu'ils ont migré toute une partie de leur système d'information dans AWS, dans le cloud AWS. Voilà, c'est naturellement, alors, il y a à la fois ce côté pratique, technologique, mais aussi maintenant, c'est le produit d'appel. Hein. C'est de dire, vous êtes notre client d'AWS, maintenant, allez-y, vous allez prendre des connexions satellites. Et je crois qu'on va en voir de plus en plus. Alors là, ça nous marque, évidemment, parce que c'est une compagnie aérienne, et que c'est vrai qu'avec François, voilà, cette histoire de Starlink dans les avions, c'est vrai que c'est incroyable, le débit et tout ça, donc on fait attention à ça. Et donc, on fait attention à cette signature-là, mais ce n'est que la première d'une longue série. Je pense que tous les gros clients AWS vont signer. Et quand on décortique les aspects techniques de Léo, sur le papier, c'est meilleur que Starlink. Ce sont des satellites, après, évidemment, en plus, techniquement, c'est meilleur. De dernière génération qui vont apporter encore plus de débit et plus de capacité. Et puis, rappelons que ce partenariat Delta-Amazon, ça n'entre en commercialisation qu'en 2028, hein, parce qu'effectivement, Léo n'est pas prêt d'ici là, en fait. Et puis, qui va avoir la partie donnée ? Est-ce que c'est Delta ? Est-ce que c'est AWS ? Enfin, là aussi, tu vois, il y a Oui, ils n'arrêtent pas chez Amazon de repousser les autorisations de l'autorité spatiale américaine pour lancer leurs satellites, parce qu'en fait, ils ne sont pas prêts, ils n'en ont pas suffisamment, et ils n'arrivent pas à lancer au même rythme que SpaceX, par exemple, qui lui a... Starlink a son propre lanceur finalement, qui est à disposition. C'est ce qui a fait la différence. Hein. C'est ce qui fait la différence. Il est bientôt 20h les amis. Petite pause, toujours avec Clément, Didier, Fred. On revient après donc ces quelques instants. On s'intéressera aux 50 ans d'Apple, c'est demain, émission spéciale, on va tout vous raconter, on va parler de ça. Et puis on évoquera aussi Meta qui lance le test d'un abonnement premium pas très cher pour Instagram justement. Vous restez avec nous. 1 minute de pause et on est de retour, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. On débrief avec nos experts l'actu encore pendant une petite demi-heure. Ensuite, c'est Nicolas Thomas qui nous rejoindra, qui est le directeur général de Free. Et puis, j'aurai le plaisir aussi de recevoir en toute fin d'émission Audrey Duval, qui est la présidente de Sanofi France. Sanofi qui s'associe à Station F pour accélérer dans le domaine de la recherche de futures molécules grâce à l'IA. Donc, Audrey Duval nous expliquera tout ça. On retrouvera aussi tout à l'heure Léa Benaïm pour le Tech Flash et notre rendez-vous avec Kesso Diallo de BFM Tech. Mais dans l'immédiat, j'aimerais vous faire un petit teasing de ce qui va se passer demain dans Tech Co. Tech Co spécial, hein, Fred, tu seras avec nous, puisque nous allons fêter un anniversaire et pas un anniversaire anodin, hein, puisque c'est les 5 ans d'Apple. Et 50. 50 ans. 50 ans d'Apple, 1er avril 1976. Et à cette occasion, nous allons recevoir des personnalités qui ont connu Apple, qui ont travaillé chez Apple. Jean-Louis Gasset. Et qui ont connu Steve Jobs. Et qui ont connu Steve Jobs, bien sûr. Jean-Louis Gasset, qui était là dans les années 80. Oui, qui était le PDG France. Voilà, qui était la première génération Apple avant que Steve Jobs se fasse virer, je crois. Oui. Nous aurons aussi Pascal Cagny. Ouais. Pascal Cagny, qui lui a été le patron Europe d'Apple pendant de nombreuses années. Il a connu l'iPod, il a connu l'iPhone et il nous racontera un petit peu comment il a vécu tout cela. Et puis nous aurons aussi Luc Julia qui a travaillé aussi quelques mois chez Apple à l'occasion du lancement de Siri et qui a rencontré Steve Jobs notamment. Donc ça va être pas mal. Et cerise sur le gâteau, nous avons pu rencontrer Tony Fadell. Tony Fadell, c'est l'un des papas de l'iPod et de l'iPhone. C'est quelqu'un de passionnant, de très intéressant, qui adore notre pays, qui vient souvent en France, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, enfin en tout cas de l'interviewer en visio, et parmi tous les sujets qu'on a évoqués, parce qu'on a une interview de 30 minutes à peu près qu'on vous diffusera demain soir dans Tech Co, on parlait aussi de la succession de Tim Cook. Parce qu'il y a eu cette petite rumeur, je ne sais pas si vous l'avez entendu, comme quoi Tony Fadell pourrait être l'un des prétendants au trône d'Apple si Tim Cook s'en va. Écoutez sa réponse, un avant-goût de l'interview de Tony Fadell que vous retrouverez demain dans Tech Co sur BFM Business. Alors écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de gens qui parlent des employés anciens, actuels, et qui me demandent de prendre les manettes. Bon, moi je suis sûr que le conseil d'administration d'Apple prendra la bonne décision au bon moment. Moi, je soutiens toujours l'entreprise. On verra ce que le conseil d'administration d'Apple décide finalement. Mais bon, moi je serai toujours là et prêt à intervenir s'ils ont besoin d'aide. Apple, ça fait partie de ma vie. Moi, j'ai 57 ans, Apple en a 50 et moi, j'ai grandi avec Apple depuis que j'ai 10 ans. Donc, en fait, Apple, pour moi, ça fait entièrement partie de ma vie, en tout cas la majorité de ma vie. Donc, si jamais je peux rendre service, je le ferai avec plaisir. Intéressant, je trouve ce point de vue de la part de Tony Fadell, peut-être futur CEO d'Apple. Et puis au-delà de ça, je vous invite à retrouver son interview demain, puisque on évoquera énormément de sujets, plein de petites anecdotes croustillantes concernant la conception de l'iPhone, les prototypes, un prototype qu'il a perdu dans un avion par exemple, qu'il a complètement paniqué. Enfin, il y a plein de choses passionnantes. Si vous intéressez à l'actualité d'Apple, c'est à retrouver donc dès demain 19h30 avec Frédéric, Jean-Louis Gasset, Pascal Cagny et je le disais, Tony Fadell. Didier, tu as plein de choses à raconter. T'aurais plein de choses aussi à raconter sur les 50 ans d'Apple. Oui, c'est vrai que c'est une marque que j'ai suivie de près pendant de longues années. Oui. De l'intérieur, voilà. Qu'est-ce que tu... Alors c'est compliqué là, en quelques minutes, mais qu'est-ce qui te... Je sais pas, qu'est-ce qui t'a marqué sur ces 50 dernières années ? Est-ce que tu trouves qu'Apple a toujours la même dynamique qu'à l'époque de Steve Jobs ? C'est la question que tout le monde se pose, que je pose d'ailleurs à Tony Fadell. Mais les temps ont changé. Les temps ont changé aussi, bien sûr. C'est une entreprise qui s'est adaptée. Beaucoup de gens regrettent l'époque où c'était le roi de l'informatique avec le Macintosh, mais les usages ont changé. D'ailleurs, Apple n'est pas étranger à cette évolution dans l'utilisation des outils technologiques. Et effectivement, moi je crois qu'il y a eu
il y a eu vraiment des périodes Apple. Il y a eu la première période qui est effectivement celle de l'Apple II, du garage, du bricolage, etc. avec Steve Wozniak. Ensuite, on est passé à une époque un peu plus industrielle qui est arrivée, dont l'aboutissement est le Macintosh, avec toutes ses dérivés. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le Macintosh aussi marquait une limite. C'est-à-dire qu'après, Apple n'a pas vraiment évolué jusqu'au moment où la boîte était à 2 doigts de couler et où ils ont décidé de racheter l'entreprise qu'avait créée Steve Jobs. Next, merci. Je t'en prie. Notamment d'utiliser son système d'exploitation qui est devenu maintenant macOS 10. Donc ça, c'est la deuxième période. Et puis il y a eu la période où Apple a dépassé carrément son image de fabricant d'ordinateurs et est devenu le créateur de produits électroniques en public. De produits électroniques, une nouvelle façon de consommer de la musique, une nouvelle façon de prendre des notes, une nouvelle façon de se mesurer quand on fait du sport, etc. L'iPad, l'Apple Watch, l'iPhone. Tellement de choses et plus on avance dans le temps, plus Apple devient une entreprise comme ça qui étend son influence sur différentes parties de notre vie quotidienne. Donc c'est un parcours super intéressant. 50 ans, il y a peu de boîtes qui ont marqué autant l'histoire qu'Apple. Maintenant, effectivement, l'entreprise est un peu à la croisée des chemins. On voit qu'elle n'est pas exempte d'erreurs. On l'a vu lors du débat au sujet de l'IA, où elle est clairement pas dans le même temps que ses concurrents qui sont maintenant Google, Meta, OpenAI, etc. Donc là, elle essaye de créer un nouvel environnement. C'est assez, on pourra peut-être en discuter, mais la manière dont ils envisagent l'utilisation de l'IA sur leurs produits est assez intéressante. C'est-à-dire que puisqu'on ne peut pas créer du jour au lendemain une IA qui va rivaliser avec celle que font les concurrents, on va utiliser celle des concurrents et on va la mettre à disposition de l'utilisateur peut choisir l'IA qu'il veut finalement, parce que c'est ça, d'après ce que j'ai compris. C'est très malin. Et c'est très malin. Il y aura un App Store d'IA finalement, et à chaque fois, hop là, Apple se prend 30% sur les abonnements. Voilà. Classe. Comment transformer un échec technologique en opportunité commerciale, c'est aussi une des recettes d'Apple. Qui a marqué les esprits. On l'a vu avec l'iPod, avec iTunes, avec les apps sur les... Après, on voit que c'est pas toujours facile, cette commission de 30% pour Apple. Non, c'est vrai, elle est souvent contestée. Ils se prennent des amendes régulièrement. Le DMA les a quand même taclés sur ce sujet-là. Donc, c'est pas gagné, à mon avis. Ils pourront pas faire ce qu'ils ont fait au début de l'App Store, je pense, avec les IA. Mais à suivre, en tout cas. Clément. Ouais, si on revient sur ce sujet, c'est vrai que pour la première fois depuis peut-être 2 ans sur l'IA, moi je vois une dynamique qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'ils se sont plantés avec Siri, ils ont essayé de nous faire croire que Siri deviendrait un super assistant alors que la dette technique était folle et qu'ils n'avaient aucune direction claire. Ensuite, ils ont dit non mais vous inquiétez pas, il y a Apple Intelligence. En fait, Apple Intelligence, ça te permet de créer des emojis, ce que tout le monde faisait depuis 1 an et demi avant. Donc, et après, ils ont dit c'est vrai. On avoue, on s'est planté. Ils l'ont pas dit comme ça. Ils ont fait leur partenariat avec Gemini, leur partenariat avec OpenAI. Ok. La vision était difficile à comprendre parce que tu te disais, ils ont juste mis de l'IA externe là où ils pouvaient pas en mettre. Là, le côté, on va ouvrir à toutes les IA, vous allez pouvoir choisir, etc. Ça veut dire qu'en gros, ils sont sur une idée on va être un hub. Tu vois, un hub d'interfaçage avec toutes les IA que vous voulez. En fait, Siri va devenir le super agent et vous avez besoin de rien d'autre. Ce qui fait qu'ils évitent, et en fait, ce qu'ils essaient d'éviter, c'est le fait que on passe plus par les fonctionnalités natives de l'OS et on se précipite directement sur Claude, sur OpenAI pour tout gérer et qu'en fait, on bypass l'OS qui devient juste, en gros, une sorte de hardware avec un OS un peu passif. Bon. Et donc en fait, l'idée, c'est un peu comme on peut faire l'image avec le navigateur Internet. Exactement. Non mais c'est exactement ça. Tu choisis ton navigateur Internet, tu veux Chrome, tu veux Safari, tu veux Firefox, à la fin, c'est Chrome qui gagne. Mais en fait, c'est toute la bataille, c'est qui va être l'interface. C'est-à-dire que c'est ce que ChatGPT essaye de faire avec sa super app, son super assistant. Il teste, est-ce qu'on met des achats in-app par ou pas, machin. Est-ce qu'on a des applications qui sont connectées. C'est ce que Google fait avec son écosystème en disant de toute façon, on a déjà tout, on a le search, on a Android, on a machin, donc on va juste bombarder de l'IA à l'intérieur et vous n'avez qu'à passer par notre écosystème Google. Là, le move d'Apple, c'est de dire non, en fait, vous avez besoin de rien parce que sur notre OS, vous avez le meilleur de toutes les IA. Donc en fait, on reste l'interface prioritaire. Ce qui veut dire que,
tu récupères des abonnements. Potentiellement, ça veut dire qu'ils vont peut-être pas refaire le modèle du store, mais ils trouveront le moyen de te faire gratter un petit billet au passage. Évidemment. Tu restes la couche de prescription, c'est-à-dire que tu vas recommander les modèles, tu vas recommander les services, tu vas avoir le moment où l'utilisateur se pose des questions sur ce qu'il veut utiliser, c'est toi qui conseilles. Et puis ça veut dire que tu vas garder les gens dans ton écosystème Apple. Ça veut dire qu'en gros, les gens restent intégrés à Apple et pour le futur, pour Home, pour tout ce que tu veux, etc., les gens n'auront pas pris l'habitude d'ouvrir leur iPhone ou leur Mac directement pour aller sur Cloud ou machin. Ils resteront dans ton OS. Et pour tout ce que tu veux leur vendre pour les 15 prochaines années, tu as protégé cet écosystème qui a fait ta force depuis qu'on connaît l'iPhone. Est-ce que tu crois qu'il n'y aurait pas un risque de dilution de l'expérience utilisateur ? C'est-à-dire dilution. On a plusieurs outils là tout d'un coup et ils seront unifiés derrière. Regarde, quand tu configues ton téléphone, qu'est-ce que tu fais ? Tu choisis ton navigateur. Non, chercher les risques. Moi, mais tu peux très bien. C'est un abonnement ChatGPT. Paf, tu mets par défaut ton IA, ça sera ChatGPT. Tu vois. Si tu as Gemini, tu mettras Gemini. Non, mais le seul truc. Poser la question. Le résultat sera le même. Tu pourras poser des questions, tu auras les résultats, etc., etc. Tu verras même pas que c'est ChatGPT ou Gemini. En fait, ce qui est génial, c'est que le seul truc, et c'est la force d'Apple, ils sont largués sur plein de trucs. Les satellites, on en parlait, ils y sont pas. Le cloud, ils y sont pas. Ils y sont quand même dans les satellites. Non, mais ils vont pas proposer ce que propose Starlink. Non, ils ont des accords. Ils ont racheté d'ailleurs une boîte qui s'appelle Global Star, je crois, ou un truc comme ça, ou Move Star, je sais plus quoi. Enfin, une boîte qui fait du satellite. Ce que je veux dire, c'est que tous les grands positionnements sur lesquels tu vois les GAFA se positionner, les satellites non, le cloud non, l'IA ils y sont pas non plus, ils ont pas grand chose. Je veux dire, le seul truc qui leur reste entre guillemets, mais seul, c'est ça en fait. Mais c'est quand tu veux utiliser n'importe quelle IA, pour l'instant, tu es obligé de passer par ça. Donc en fait, là, ce qui est très intelligent dans leur démarche, c'est qu'ils se disent, de toute façon, ok, on va pas pouvoir se battre sur la partie modèle à l'intérieur, etc. Mais en revanche, on va protéger le fait que tu n'auras jamais besoin d'autre chose que passer par ce truc par défaut pour tout régler. Et à ce moment-là, plus personne ne pourra y passer. Et puis moi, je pense que malgré tout, Apple est en train de créer sa propre IA. C'est-à-dire que là, il gagne du temps avec les IA que tu choisis. Et je pense que malgré tout, ils essayent. Ils gagnent du temps. D'après ce que j'ai compris, c'est ça. Ils n'ont pas abandonné, mais est-ce qu'ils n'ont pas trop de retard ? Est-ce qu'ils vont être capables d'attirer les talents ? C'est pas grave, là, ils jouent la montre. Ils peuvent prendre 2-3 ans. Ils gardent leur service comme ça, et quand ils seront prêts, ils feront tout un raout où ils t'offriront, je sais pas moi, 1 an d'IA Apple gratuite, et puis tu testeras, tu vois. Sans doute, j'ai entendu les mêmes bruits que toi, mais je pense que le retard est quand même très important, et quand on voit la vitesse à laquelle ça va, que ce soit vraiment un problème. Ils sont déjà sur, les autres sont déjà sur l'IA agentique et tout ça. Vaut mieux qu'ils signent des accords comme celui-ci, quitte à ouvrir un peu, qu'aller chercher leur. N'oublie pas qu'Apple, ils aiment bien maîtriser tout leur écosystème. Regarde dans l'hardware. L'un de leurs plus gros clients, c'était Qualcomm. Ils ont arrêté de travailler avec Qualcomm parce que maintenant, leurs propres puces, c'est eux qui les fabriquent. Oui, mais le niveau de domination... Mais ils ont mis des années, ils ont mis 10-15 ans à fabriquer tout ça. Oui, mais le niveau de domination qu'ils ont sur certains marchés ne sont pas forcément un luxe qu'ils vont pouvoir s'offrir dans le monde de... Enfin, qu'ils essayent de le faire et qu'ils aient la volonté, j'ai pas trop de doutes qu'ils y arrivent. Et les stars de l'IA, ils sont pas là. Les grands développeurs de l'IA aujourd'hui, ils sont pas. On en parlait, si c'est plutôt une hémorragie. Ils sont tous partis chez Anthropic, ils sont tous partis en partie chez OpenAI. Enfin, quand tu cherches les grands noms de l'IA, tu prends les 100 premiers. T'en as 4 chez Apple, quoi. Tous les autres, ils sont obligés de blinder leur contrat. Voilà, Anthropic, ils sont. Donc voilà. Alors peut-être il suffit de quelques génies pour tout relancer, mais voilà. Après, ils doivent retravailler. Ils ont aussi les moyens de les réembaucher s'il y a besoin. Je pense que vu le chiffre d'affaires d'Apple, il y a. Oui, mais est-ce que ça fait rêver les développeurs d'aller chez Apple ? Beaucoup moins. Aujourd'hui, tout le monde veut aller chez Anthropic. C'est pas faux. Et prennent une telle avance, tu vois, ça va être intéressant de voir comment... mais au moins, il y a une stratégie. Au moins, on a un truc à commenter un peu intéressant. C'est sûr. Après, tout ça, c'est des rumeurs, les amis. Ouais. Rien n'a été confirmé par Apple. Oui, mais ils vont nous sortir quelque chose de leur chapeau. Oui, c'est logique, bien sûr. Logique. Puis n'oublions pas ce que tu disais, c'est toi, Didier, qui disait Apple, c'est l'entreprise qui a changé. Tu as beaucoup d'entreprises qui ont transformé. IBM a transformé, mais IBM a transformé le monde de l'informatique. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont transformé, mais que leur secteur. Apple, lui, il a transformé la société. C'est ça qui est dingue. Et je pense qu'ils sont encore là-dedans aujourd'hui, à travers l'iPhone, à travers le futur qu'ils imaginent avec l'iPhone. On ne sait pas quelle forme ça aura. Et je pense qu'ils sont
toujours dans ce côté-là. On parlait de l'esprit Steve Jobs, je pense qu'il est encore là. Tu vois, c'est comment je transforme la société. Mais juste une chose, parce que cette IA, il faudra bien qu'on puisse l'intégrer dans l'iPhone et qu'on ait une interface qui soit fluide. Ça veut dire qu'elle va remplacer Siri. Il n'y a pas 36 solutions. Ben, elle va pas remplacer. Siri sera l'interface. Non, mais parce que Google, Apple a signé avec Google et avec Gemini. Donc Siri sera avec Gemini. Oui, mais sauf qu'on peut imaginer que toi, avec ton téléphone, tu vas dire tiens, mais j'ai envie que Siri ce soit ChatGPT, par exemple. Ça sera le moteur de ChatGPT. C'est ça que vous imaginez, en fait. Ou alors, c'est forcément un orchestrateur. Non, tu peux choisir selon les tâches que tu fais de changer de modèle ou pas. Je pense qu'il y aura. Ça va être une usine à gaz. Qui va faire ça? Mais tu t'en fous. Tu sais paramétrer une fois pour tout. Mais c'est comme les cowork. Tu vas changer d'IA. Mais non. Mais c'est comme aujourd'hui dans le développement. C'est comme dire par défaut, c'est pas. Non, puis c'est même dans les cowork aujourd'hui. Tu dis voilà ce que je veux faire et le truc il te dirige automatiquement vers la bonne IA. Je pense que ça va être leur force. C'est qu'à mon avis, ils vont avoir une couche de prescription. Je vois même un monde. De la même manière que OpenAI, ce qu'on avait dit, moi, c'est une innovation que j'avais plutôt saluée, de dire arrête de me donner le choix du modèle en fonction de la tâche que je te demande, choisis le bon modèle pour faire ça. Je te fais confiance, trouve-moi le bon modèle. Enfin, Siri devient le super agent, ton Jarvis, qui choisit quel modèle est utilisé pour quelle tâche. Imagine le niveau de pouvoir que ça leur donne, ça c'est un délire. C'est ça que je dis, c'est pas un agrégateur. Pour moi, c'est ça, c'est pas un agrégateur, c'est un orchestrateur. C'est pas l'agrégateur qui prend tout ça. Mais est-ce que ça va pas à l'encontre de la philosophie d'Apple de vos données restent sur l'iPhone, elles sont sécurisées, votre vie privée est en sécurité, etc. Parce que là, tu es d'accord que tu fais l'inverse, en fait. Tu ouvres tout. Tu peux aussi, tu sais, c'est ce qu'ils avaient proposé quand ils avaient parlé d'OpenAI. Ils avaient dit, mais attention, on vous préviendra, vous pouvez avoir le choix de laisser certains trucs en local, etc., etc. Si vous sortez vous aurez un message qui va s'afficher. À mon avis, ils vont trouver de toute façon, c'est toute la stratégie dont on parle là. C'est exactement la même question que quand tu disais, ils aiment bien avoir le contrôle sur tout. Ils vont devoir prendre leur philosophie du logo qu'on a très bien vu tout à l'heure, des 50 dernières années, etc., et en faire quelque chose de pragmatique qui marche dans un nouvel écosystème qu'ils ne comprennent pas encore très bien et où ils ont moins la main qu'avant. Donc, il va falloir qu'ils trouvent comment protéger ça tout en s'adaptant un petit peu. La ligne de crête, elle est pas simple, mais elle existe. D'ailleurs, il était question pour parler avec Google quand ils ont commencé à collaborer pour intégrer Gemini dans Siri. Il était question que les données des utilisateurs d'Apple ne soient pas traitées comme les données habituelles des utilisateurs de Gemini, de manière à ce qu'elles ne soient pas utilisées pour la publicité, pour l'entraînement des modèles, etc., etc. C'est un Gemini un peu customisé. Voilà, exactement. Donc je pense que ça peut être des accords qui pourraient passer avec les autres opérateurs. Oui, et puis ils vont faire un cloisonnement des applications, peut-être qu'il y aura un composant supplémentaire qui permettra de chiffrer aussi tout ça. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a plusieurs pistes autour de ça. Peut-être qu'il y a des applications qui arrivent directement dans leur cloud chiffrées. Enfin, tu vois, il y a plusieurs... C'était intéressant, je ne sais pas si vous avez vu passer ce diagramme qui note les IA en fonction des informations qu'elles récoltent sur les utilisateurs. Vous avez vu ? Oui. Donc il y a Meta qui est en gros avec tout ce qui est possible d'intégrer. Et l'avant-dernier, c'est Anthropic, c'est Claude. Ouais. Donc si ça se trouve, au bout d'un moment, Apple va commencer à faire un deal avec Anthropic. C'est pour le coup la preuve. On en avait parlé d'ailleurs. Je rappelle que l'année dernière, il y avait une grosse rumeur comme quoi Apple pouvait s'offrir Anthropic. C'était tombé à l'eau. Donc c'est que ces gars-là, ils discutent depuis des mois en fait. Après, ils avaient pensé à Perplexity, mais Perplexity était trop dans la recherche. C'est pas exactement le modèle un peu universel. Anthropic, là. Même Apple, je pense que... Non, c'est trop. Ils ont beaucoup de cash, mais ça commence à être lourd quand même, Anthropic. Non, mais avoir un partenariat exclusif avec eux, comme ils ont eu avec Google quand ils ont lancé l'iPhone, ça peut être envisageable. Ce qui est vrai, c'est que le positionnement d'Anthropic, c'est tu sais, Dario, il a sorti la deuxième itération de ses essais sur le futur et qui s'appelle en janvier. Le patron d'Anthropic, Dario Amodei. Il s'appelle Adolescence of Technology, où il décrit les risques liés à l'IA, etc., et notamment l'utilisation des données à des fins totalitaires, etc., qui c'est un des 5 risques qu'il mentionne. Ça pourrait être en effet un partenariat très logique pour qu'Apple puisse conserver sa philosophie tout en s'affichant avec un des poids lourds de l'IA. Sur la même longueur d'onde. Après, les investisseurs d'Anthropic sont quand même massivement Amazon et Google, mais là on en revient au côté consanguin de tout cet écosystème où de toute façon tu peux pas faire un pas sans marcher sur les 5 autres, quoi. C'est clair. Et sur Nvidia. Et de toute façon tu finis par marcher sur Nvidia. Ça c'est clair. Et ils adorent qu'on marche sur Nvidia en plus. Jensen Huang adore ça. Massage thaïlandais. J'avais posé la question l'année dernière, il m'avait dit oui, j'adore ça, François.
D'ailleurs, j'espère que dans les 50 ans, on parlera aussi du troisième cofondateur d'Apple. Bien sûr, oui, qui a eu la très bonne idée de vendre ces 10%. Combien $800, non? Oui, il s'appelait Ronald Wayne. Ils étaient allés le chercher chez Atari. Il était un peu plus âgé que les deux. C'est lui qui avait un peu monté tout le premier contrat. C'est lui qui avait inventé qui a fait Isaac le logo. Isaac Newton. C'est lui qui a fait le logo avec le C'est lui qui a vendu ses parts pour 3 francs. Et au bout de 10 jours, il a dit oulala, je vais endetter la boîte. Il a revendu $800 ses parts à Steve Jobs et à Steve Wozniak. Aujourd'hui, je crois que ça vaudrait je sais pas combien de 300, milliards. 400 milliards. Ouais. Ça me rappelle Bitcoin Pizza, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais il n'a jamais regretté. Il a été interviewé des années plus tard. Tu m'étonnes, il va pas dire qu'il regrette. Ouais. Il a dit à l'époque, Je dois avoir un peu Pleurant des larmes de quand même. sang comme ça, c'est terrible. Ouais. Il nous reste 5 minutes. Bon, donc Apple fête ses 50 ans demain. Émission spéciale Tech & Co, la quotidienne, à partir de 19h30 avec des invités exceptionnels. On va passer un bon moment, j'en suis sûr. Il nous reste 5 minutes. Petite information du côté de Meta. Et Instagram serait sans doute en train de testouiller une version payante d'Instagram. Alors, pas très cher, quelques dollars. On parle de, je sais pas, $2 ou $3, je crois. Et qui permettrait pas mal de choses assez intéressantes. En tous les cas, qui donne un certain pouvoir à tous les utilisateurs d'Insta. Je sais pas si vous avez suivi, mais alors moi, je suis un peu utilisateur d'Insta, mais par exemple, quand vous postez une story, vous voyez qui l'a regardé, la story, mais vous n'avez pas beaucoup plus d'informations. Là, vous pourrez voir combien de fois, par exemple, une même personne a regardé votre story, si elle a regardé plusieurs fois, par exemple. sauf si c'est quelqu'un qui paye le... Qui paye comme toi le truc. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, peut se cacher. Voilà, les gratuits sont les cobayes, quoi. Enfin, pas les cobayes, mais en fait, on est les tout venants. On est les tout venants. Et surtout, on peut pas voir, si toi tu as l'abonnement, on peut pas voir que tu as vu une story. C'est ça. C'est ce que je viens de dire. Voilà, donc ça, là, pour le stalking, ça va être génial. Et en plus, le dernier truc, c'est que vous allez pouvoir mettre votre story. Vous savez que votre story s'efface au bout de 24 heures. Là, vous allez pouvoir la mettre indéfiniment. C'est-à-dire, vous aurez toujours la même story. Enfin, des petits trucs comme ça. C'est vraiment la monétisation de la discrétion et de l'anonymat. Mais c'est gentiment dit, discrétion et anonymat. Ouais, mais c'est même, comment dire, mais c'est ce que les gens aiment, c'est appétant. C'est dingue. En fait, on cherche des fonctions nouvelles pour faire payer les gens, en fait, c'est ça l'idée. Et puis Instagram, c'est pour montrer ce que tu fais. Mais en fait, on va te dire, oui, mais tu vas le faire discrètement et anonymement. Enfin, c'est ça. Non, mais un peu bizarre. Si tu te postes sur Instagram, c'est pour dire, regardez, j'étais là, je faisais une fête, ou alors, voilà, j'ai participé à un débat intéressant. Et puis en même temps, ah non, mais surtout, je veux pas regarder qui me regarde. Non, mais c'est surtout toi, tu peux regarder. Après, tu peux choisir. Oui, mais c'est quand même un peu dingue. Non, mais ce qui est dingue, moi, dans toutes ces... On remarque que de plus en plus, toutes ces applications qui étaient gratuites cherchent à monétiser une partie de leur utilisation. Avec difficulté, d'ailleurs. Oui, ça marche rarement. Même les IA, il y a une version gratuite, il y a une version payante, Snapchat, etc. YouTube et tout ça. Et maintenant, les réseaux sociaux s'y mettent de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne leur suffit pas que les utilisateurs soient le produit. Ça ne leur suffit pas de récupérer les profils des utilisateurs pour les monétiser, les vendre à la pub, etc. etc. Ils veulent non seulement tondre le mouton, mais ils veulent que le mouton leur donne leur viande aussi. C'est-à-dire qu'ils payent pour avoir des fonctions supplémentaires, parce que ça ne suffit pas qu'ils donnent ces données. Je trouve ce monde complètement... Mais en même temps, ils nous proposent de si beaux outils qu'il faut qu'on soit capable de... Ouais, mais on peut très bien... D'un autre côté, on peut très bien s'en passer. On s'en fout. Aussi, ça Regardez Clément, il n'en peut plus, là. Il trépine. Non, mais c'est un peu vrai. En fait, ils ont une dépendance à la pub, et c'est quand même 95% de leurs revenus. Bon, à un moment, ils essaient désespérément de casser ça. En plus, il y a une saturation de la pub, c'est-à-dire que les gens, on le sait, sont de moins en moins réceptifs. Il y a des études qui sont en train de sortir qui montrent que les gens réagissent maintenant mieux à la publicité print, physique, que à la publicité numérique, parce qu'en fait notre cerveau, ça y est, enfin il a imprimé que de toute façon, avant de regarder une vidéo YouTube, il y avait 2 fois 8 secondes où tu devais absolument pas faire attention à ce qu'il y avait, etc. Dire, on devient de moins en moins réceptif, et donc ils cherchent de nouveaux modèles, etc. C'est rigolo, la pub imprimée est en train de reprendre il y a du des poil de la startups bête. qui lèvent en ce moment là-dessus en disant, nous on est capable de... Fred, relance zéro informatique, comme à la grande époque. Mais toutes les pubs, moi, surtout. Il y a un cynisme. Le cynisme de Meta n'a aucune limite de base. Et en fait, il faut quand même voir qu'ils annoncent ça, qui est une sorte de fonctionnalité qui te permet de faire en sorte d'avoir un peu le contrôle sur qui voit ce que tu fais, machin, au moment où arrive à échéance le fait que tes messages privés soient plus chiffrés.
de bout en bout. Et donc maintenant, ça y est, Meta a accès à tes messages, va pouvoir utiliser encore plus de données. Ce que disait Didier tout à l'heure, c'est que de toute façon, c'était déjà les pires, on le sait depuis très longtemps. Ils vont pouvoir utiliser encore plus de tes données, etc., notamment dans tes messages privés. Et le côté... Dans le même timing, on peut lire tes messages privés, mais t'inquiète, à côté, on va te faire payer pour que certaines personnes puissent pas voir ce que tu fais. Je trouve ça d'un cynisme absolu. C'est clair. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est un test, visiblement. C'est que dans certains Philippines, pays... Mexique, Japon. Voilà, Philippines, Mexique, Japon, ça coûte 1,74 € par mois. Par le nombre de utilisateurs, etc. Bien sûr, évidemment. D'ailleurs, c'en est où Instagram? Parce qu'à un moment, ils avaient plus vraiment le vent en poupe. Est-ce qu'ils ont repris un peu du poil de la bête, on le sait ou... Les Reels, ça marche pas. Non, mais quand tu vois les résultats de Meta, je me fais pas trop de soucis concernant Instagram. Ça doit cartonner quand même. C'est chaud. Tiens, moi j'ai eu un pop-up hier. J'ai relancé mon appli et Insta me disait: est-ce que vous voulez payer pour ne pas avoir de pub? C'est ça. Et je sais pas si vous l'avez de temps en temps. Quand tu voulais regarder des Reels, non? C'est dans les Reels. Non. J'ai lancé l'appli, j'ai eu ce pop-up qui m'empêchait de scroller en fait. Il fallait que je dise oui ou non. Mais si je dis non, j'accepte le modèle donc gratuit avec la pub. Mais si je dis oui, il me demande ma carte bleue pour me retirer 10 balles par mois ou je sais pas combien. J'ai même pas regardé d'ailleurs. Et celle de Fred. Ouais, je mets celle de Fred toujours. Moi, je suis abonné. Parce qu'en fait, il s'en rend pas trop compte, si tu veux. Parmi tous les comptes qu'il a, j'essaie de prendre celui qui. Mais vous avez un compte commun, non? Dans votre contrat de mariage, il n'y a pas un truc comme ça? Écoute, non, pas encore. Moi, je paye un abonnement pour n'avoir que des vidéos de François. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu qu'on ait un compte. Pas pollué par d'autres vidéos. Je suis un peu déçu. Merci beaucoup à tous les trois, c'était cool. Merci Clément. Avec plaisir. Clément David, président de Théodocloud. Merci à Didier Sens, journaliste tech. C'est un plaisir. À très vite, mon cher Didier. Et puis Fred, on se retrouve demain pour nos 50 ans d'Apple. Ça va être cool. Voilà, grande soirée dès 19h30 qui évidemment sera la radio à la télé, mais après en replay et en podcast. Pourquoi il parle dans le micro comme ça, tout simplement? Je crois que j'ai découvert le bouton pour parler à la régie. Ah oui, mais sauf que c'est pas le bon bouton parce que tu as parlé à l'antenne là. Bonne soirée à tous. Voilà. C'était le moment gênant de Clément. Ça rime en plus. Vous restez avec nous. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble avec au sommaire pour notre deuxième partie. Je vous le disais, le directeur général de Free sera mon invité dans quelques instants, Nicolas Thomas. Il va tout nous dire sur ce forfait Free Max qui a été annoncé en grande pompe ce matin. Et puis on parlera de santé et d'IA avec ce partenariat entre Station F et Sanofi qui espère que grâce à l'IA, il pourra trouver de nouvelles molécules et pourquoi pas avec des startups qui sont à Station F. Vous restez là, petite pause, et juste après c'est Léa Benhamim qui arrive avec le Tech Flash. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h32 sur BFM Business, un grand merci d'être toujours là, de nous avoir choisis et de passer votre soirée avec nous. Il est temps maintenant de retrouver le Tech Flash, un condensé de l'actu tech du jour. C'est avec Léa Benhamim. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, Amazon décroche un contrat majeur dans l'aérien. Sa constellation Léo a été choisie par Delta Airlines pour équiper ses avions Wi-Fi haut débit par satellite. Cela concerne en tout 500 appareils. En revanche, la mise en service n'est pas prévu avant 2028, alors que son principal concurrent Starlink est lui d'ores et déjà disponible sur une dizaine de compagnies aériennes. En France, Free a annoncé ce matin son nouveau forfait, le Max, qui bouscule encore une fois le secteur des télécoms avec une offre internet illimitée en 5G en France ainsi que dans 135 destinations dont les États-Unis, le Canada, le Maghreb, la Chine ou encore le Japon. Son prix 30 € par mois sans engagement. Et Nicolas Thomas, François, sera ton invité dans quelques minutes. Ça sera juste après ce Tech Flash. J'allais le dire, Léa, qu'est-ce qui s'est passé? Je te voyais concentré dans tes feuilles en train de réviser. Non, mais justement, j'étais là, je me suis dit, waouh, c'est à moi, je vais parler, et puis finalement, je n'ai pas parlé. En revanche, c'est à moi de te dire que Apple Intelligence a été déployé en Chine, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il s'agissait en fait d'une erreur. Et oui, Apple s'est visiblement emmêlé les pinceaux lors du lancement hier
hier soir de la version bêta d'iOS 26.5. Pendant quelques heures, certains utilisateurs chinois ont vu apparaître des fonctionnalités d'IA sur leur iPhone avant qu'elles ne soient retirées. Et pour cause, l'IA d'Apple est à date interdite sur le territoire. Le gouvernement chinois exige que l'entreprise s'associe d'abord avec un acteur local, comme Alibaba, avant son déploiement. Dans l'actualité des réseaux sociaux, Instagram teste un abonnement payant dans plusieurs pays. L'objectif, monétiser ces milliards d'utilisateurs et leur proposer davantage de contrôle et de visibilité. Car jusqu'ici, les offres payantes de Meta ciblaient principalement les professionnels et les créateurs de contenu. Le prix un peu moins de 4 € par mois. Et puis le jeu Rec Room va fermer ses portes en juin. Son nom vous dit peut-être rien, mais il a tout de même réuni 150 millions de joueurs depuis son lancement il y a 10 ans. Et pour cause, malgré un carton d'audience, Rec Room est un échec économique. Le concurrent de Roblox n'est toujours pas rentable et ne le sera sans doute jamais. Le jeu étant gratuit et compte se rémunérer sur les achats en interne, ce qui n'a visiblement jamais fonctionné. Et pour finir, je vous donne rendez-vous ce soir à 22h30 sur BFM Business pour Tech & Co Business. Votre rendez-vous en compagnie de Frédéric Simotel. Et cette semaine au programme Encore lui. Mais on l'a envoyé cette fois à Global Industries, un salon qui se déroule toute la semaine à Paris. Et parmi les invités, le président de Five Add-Up, une entreprise qui développe des imprimantes 3D dont l'une se trouve même à bord de l'ISS. On écoute un extrait. C'est un projet qu'on a fait avec le CNES et Airbus Defence and Space. Et l'idée était qu'au lieu de mettre des outils, par exemple des marteaux, des tournevis, etc., dans une fusée pour les monter dans l'ISS, on y monte une machine et on les fabrique dans l'ISS. Et donc on a fabriqué une première pièce et ça a très bien fonctionné, on en est très fiers et très contents. Et ça montre encore un autre avantage de l'impression 3D qui est extrêmement important, c'est qu'on peut fabriquer une pièce en un seul morceau à l'endroit où on a besoin. Oui, et dans un environnement extrême. Dans un environnement de microgravité extrême. Mais du coup, on pense à la défense, on pense aux forces armées, venir fabriquer une pièce de rechange sur un site, sur un site de guerre. On pense également aux plateformes pétrolières, venir fabriquer une pièce de rechange sur une plateforme pétrolière, au lieu de venir l'amener de métropole, par exemple, avec du transport, l'impact sur l'environnement. Voilà, et Tech & Co Business à retrouver tout à l'heure donc sur BFM Business, à la radio, à la télé, puis en replay sur nos plateformes. 20h36, vous voulez en savoir plus sur l'annonce télécom du jour, à savoir le nouveau forfait Free Mobile. Ça tombe bien, le directeur général de Free est avec nous. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Nicolas Thomas, bonsoir. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Ravi également de vous accueillir sur le plateau de Tech & Co pour nous parler de Free, un opérateur qui, depuis de très nombreuses années, bouleverse un petit peu les habitudes qu'avaient les opérateurs télécoms, à la fois dans le fixe et puis bien évidemment dans le mobile, avec l'arrivée de votre premier forfait. C'était il y a pas mal de temps maintenant. C'était en quelle année C'était en 2012, le lancement 2012, mon Dieu. forfait mobile. Et voilà, avec évidemment pas mal de nouveautés, l'arrivée de l'illimité, qui a été un peu votre marque de fabrique. On s'en souvient, l'abonnement à 2 € qui existe toujours. Et vous avez annoncé donc aujourd'hui ce nouveau forfait qui s'appelle Free Max. C'est un forfait Internet illimité qui a la particularité d'apporter de l'illimité en data aussi à l'étranger, ce qui est, on va dire, une nouveauté. C'est ça ? C'est ça, en fait, c'est assez génial. Le forfait Free Max, il rend accessible à tous la data illimitée en France, en Europe et dans 135 destinations dans le monde. Donc en fait, avec ce forfait, vous avez la data illimitée à peu près partout dans le monde. Et on a lancé ce forfait à un prix free, 29,99 €. Et si vous êtes abonné Freebox, il est à 19,99 €. C'est la première fois qu'un opérateur lance un forfait illimité. Il n'y a pas tellement d'offres comparables, ni en France, ni en Europe, ni peut-être dans le monde. Est-ce que les communications téléphoniques sont aussi illimitées ? Oui, les appels SMS. Depuis les pays étrangers, attention. Alors, ils sont illimités en France, ils sont illimités en Europe, ils sont illimités en France vers l'Europe, en Europe vers la France. Bref, avec ce forfait,
C'est la première fois. Ça, c'est le roaming européen, on va dire. Non, pas les appels depuis la France vers les pays européens. Ça, c'est une nouveauté. D'accord. Et qu'est-ce que ça donne, cette nouveauté? Quand vous ajoutez ça et la data illimitée, vous avez l'Europe sans frontières. Et en fait, on est le premier opérateur en Europe à rendre possible l'Europe sans frontières. C'est-à-dire que là, vous parlez de la voix. Quand vous dites pas seulement de la voix, aussi la data. C'est-à-dire que où que vous soyez en Europe, vous avez la data illimitée. Okay. Où que vous soyez en Europe, vous pouvez appeler quiconque, dans n'importe quel pays, depuis n'importe quel pays. Et ça, c'est nouveau, c'est unique. Alors, la data illimitée, c'est vrai que c'est clinquant, ça fait rêver. On se dit, waouh, je peux consommer autant de gigas que je veux. Je ne recevrai pas de SMS qui m'empêchent de continuer à scroller TikTok. Mais est-ce que finalement, la data illimitée, c'est pour tout le monde? Ça veut dire quoi, la data illimitée, Nicolas? Parce qu'aujourd'hui... je sais pas, vous avez sans doute des statistiques d'utilisation de gigas de vos abonnés. C'est quoi? C'est quelques dizaines de gigas par mois. On est d'accord? En fait, pourquoi on fait ça? On a des abonnés qui vont au-delà du cap. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le forfait 5G, vous avez 350 gigas. On a des abonnés et de plus en plus d'abonnés qui dépassent ces 350 gigas. Mais ça représente combien? Quelques pouillèmes, on va dire. On ne donne pas vraiment de chiffres. Non, mais bien sûr, mais... C'est pas l'immense majorité de vos abonnés. Non, c'est pas l'immense majorité, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce phénomène. Vous avez aussi un autre phénomène qui est, on consomme quand même de plus en plus de data chaque mois, et avec l'intelligence artificielle, ça va pas s'arrêter. Ça va ne faire que s'accroître. Vous avez l'intelligence artificielle, vous avez la 5G. Vous avez quoi d'autre? Vous avez aussi de plus en plus de jeunes, notamment des 25, 35, 25, 39 ans, qui substituent la box par le mobile. C'est un phénomène qui est croissant. 15% des 25-39 ans le font, c'est l'autorité de régulation qui a donné ces chiffres. Donc en fait, au lieu de prendre un abonnement fibre, ils se prennent une box 5G. Voilà. C'est ça? Le phénomène croissant, ce sont des jeunes actifs qui ont quitté le foyer, qui ont peut-être une vie un peu plus mobile, un peu plus en dehors de leur foyer, et qui, pendant une période souvent temporaire, privilégier un mobile à la box. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prendront pas une box un jour, ça ne veut pas dire que la box n'a pas un rôle complémentaire mobile, mais ça veut dire qu'à une période de leur vie, ils préfèrent avoir un mobile plutôt qu'une box. Et ça, c'est un phénomène qui est croissant. Et en fait, pour accompagner ce phénomène, il faut supprimer les limites, il faut proposer la liberté. Ok, mais alors, je peux comprendre cette liberté au niveau national, parce que c'est vrai qu'on est étudiant, qu'on ait de la data illimitée pour regarder la télé, tout ça, ça consomme quand même de la data, si on regarde beaucoup de séries en 4K, etc. Mais à l'étranger, finalement, quel type d'abonné free a un besoin, on va dire, vital d'avoir de l'illimité en data dans 130 pays? Besoin vital, j'en sais rien, mais ce qui est assez génial... En tout cas, un besoin important. Ce qui est assez génial, c'est qu'avec Parce qu'auparavant, excusez-moi, je vous coupe, vous aviez déjà une offre roaming qui est plutôt généreuse avant ce forfait. Aujourd'hui, les abonnés au forfait 5G, ils ont 35 gigas dans le monde entier. 117 destinations. Là, on a ajouté plus de destinations, on en a un peu plus de 135, 137. On a ajouté le Maroc, on a ajouté le Japon, qui étaient des destinations qui étaient vraiment... Le Maroc est très populaire en termes de data. Hyper demandé. Ouais. Donc on a sur l'Afrique du Nord, on a le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, qui sont désormais en illimité dans ce forfait. Mais à quel public on s'adresse effectivement? C'est une vraie question. À plein de publics. Et c'est ça qui est génial. Aux Français qui sont transfrontaliers, et il y en a beaucoup. Et on inclut tous les pays qui sont voisins de la France. Et donc, eux, ils vivent à cheval, souvent, entre la France et le pays où ils travaillent. Souvent un pays européen, d'ailleurs. Oui, souvent, en l'occurrence, un pays européen. On a aussi fait une déclinaison de ce forfait pour les pros. Vous avez des pros qui voyagent régulièrement en Europe ou en dehors d'Europe. Eux aussi, ils auront la data illimitée dans toutes ces destinations. On a aussi... des personnes qui ont, pour des raisons familiales, voyagent beaucoup dans d'autres destinations, sur des périodes assez longues. Et eux, ils vont pouvoir avoir beaucoup plus d'usage à travers ces data illimitées. Et après, il y a aussi les voyageurs, les touristes, les globetrotters, qui voyagent partout dans le monde. Et là aussi, c'est génial. Et en fait, la suppression de la limite, l'autre valeur que ça a, c'est psychologique, c'est-à-dire que il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de sujets. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de hors-forfait avec ce forfait. Il n'y a plus l'anxiété de se dire « mais alors le pays, il est inclus ou pas? J'ai combien de data ?» Ça, c'est fini. Pas tous les pays sont inclus. Il y a encore des trous dans la raquette, mais ça, c'est normal.
j'imagine. Il y a encore quelques pays, mais c'est déjà extraordinaire ce qu'on a réussi à mettre. Bien sûr, on a mis le top 20 des destinations. Bien sûr. Et après, si vous voyez une carte, c'est assez flagrant ce qu'on a réussi à couvrir. C'est incroyable. Alors ça, c'est une bonne chose. Après, vous offrez d'autres petites, on va dire, des petits bonus, comme l'option eSIM-Watch, qui est pratique, qui est payante chez les autres opérateurs, qui est incluse en fait dans cet abonnement. Vous le disiez, on enlève 10 € si on est déjà abonné Free, donc on passe de 29,99 à 19,99. Exactement, oui. Vous imaginez que ce forfait peut intéresser beaucoup de monde en France ? C'est un forfait qui peut être bankable pour vous ? En fait, c'est ça qui est génial, c'est que oui, on sait qu'on couvre énormément d'usages, on couvre énormément d'abonnés potentiels, mais à la réponse à votre question, la réponse c'est que j'en sais rien. On va voir, et c'est ça qui est génial. C'est la même chose qu'on a fait en 2002 quand on a amené l'illimité sur les box. Quand on a amené la première offre fixe illimitée à travers la Freebox en 2002, plein de personnes se disent mais est-ce qu'il y a vraiment un usage ? Mais pourquoi faire ça ? En fait, si vous comprenez la réalité numérique d'aujourd'hui et de demain, la réponse c'est l'illimité. Parce qu'on entre dans cette nouvelle ère. Et ça a toujours été notre mission chez Free. Ça fait 25 ans qu'on fait ça. C'est comment est-ce qu'on arrive à rendre accessible au plus grand nombre les dernières technologies. Et on l'avait fait sur les Freebox. L'illimité, c'est devenu la norme. Plus personne se pose la question de se dire est-ce que je vais payer mon prix mensuel en fonction de mon temps de consommation d'Internet ? C'est fini ça. Et là, on entre dans cette nouvelle ère avec le mobile. Autre question qui est liée à l'actualité des télécoms, on évoque de plus en plus la possible vente de SFR, et on sait que ce consortium a été monté par tous les opérateurs concurrents. Alors Free, bien évidemment, Iliad, il y a aussi Orange, il y a Bouygues Télécom. Franchement, ça serait un bon coup pour Free si cette vente d'SFR pourrait se faire. C'est un sujet qu'on a regardé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ces dernières semaines, donc j'ai très peu à ajouter par rapport à ça. Vous êtes le directeur général de Free, vous avez 2-3 trucs à dire quand même. Mais je crois que vous avez vu le directeur général du groupe aussi récemment et qui a pas mal commenté sur le sujet, et d'ailleurs des 3 groupes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que franchement pour vous, ça vous permettrait d'améliorer votre réseau, de pouvoir grandir en fait ? Est-ce que c'est une vraie opportunité intéressante pour Free ? Oui, bien sûr. Plus peut-être que Orange, alors peut-être pas pour Bouygues, mais en tous les cas, pour vous, ça serait une vraie avancée. Alors, je ne vais pas commenter pour les autres. On a annoncé nos résultats annuels la semaine dernière. Il y a une chose qui était flagrante dans les résultats, c'est qu'on est le seul opérateur qui est encore en croissance de chiffre d'affaires. En 2025, les 3 autres opérateurs étaient en décroissance de chiffre d'affaires. Donc on continue de croître, on a un modèle qui est ultra solide, on continue d'innover, et je pense qu'aujourd'hui on en a encore fait la preuve avec un forfait absolument imbattable. Maintenant, oui, on a toujours dit que c'était une belle opportunité, la consolidation du marché, et c'était une belle opportunité pour nous parce que ça nous permettait, si jamais ça a lieu, d'étendre notre modèle, d'accélérer notre croissance. Mais tout en respectant notre modèle, tout en respectant nos valeurs, tout en respectant notre mission. Maintenant, ce n'est pas un besoin vital pour nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un marché... En termes de réseau, ça serait quand même une bonne nouvelle, non ? Enfin, il y a quelques trous dans la raquette dans le réseau mobile de Free aujourd'hui. Maintenant, on a plus de sites que typiquement l'opérateur qui est en vente. On a dépassé les 30 000 sites radio en France. D'accord. On a le premier réseau 5G de France en nombre de sites. On a 95% de la population couverte en 5G. Et on a maintenant une couverture 4G qui est de l'ordre de 99,6%. Vous avez rattrapé la couverture, en tout cas votre retard par rapport à la couverture mobile. En fait, on a plus que rattrapé. C'est-à-dire qu'on a maintenant une couverture qui est absolument nationale, et on a le premier réseau 5G de France. Donc on a investi 10 milliards d'euros dans le réseau. Et ce qu'on regarde, c'est quoi le facteur ou l'indicateur le plus important ? C'est la satisfaction des abonnés. On a le NPS, donc un indicateur de mesure de la satisfaction des abonnés et des marques. On a le NPS le plus élevé du marché quand on se compare aux marques des autres opérateurs. Et le classement du régulateur, de l'ARCEP, qui fait un classement annuel de la satisfaction des abonnés, nous a mis de nouveau numéro 1 ex aequo de la satisfaction mobile. Quand on regarde tout ça, le travail a été accompli. Alors effectivement, quand on se projette en arrière, tout a été lancé en 2012. Effectivement, c'est colossal, c'est herculéen ce qu'on a réussi à faire en finalement si peu de temps à l'échelle d'une industrie comme les télécoms. Dernière petite question, si cette vente se fait, est-ce que, à votre avis, les prix des forfaits mobiles vont augmenter en France ? J'ai pas
de réponse à cette question, sinon qu'il y a une concurrence qui est extrêmement forte en France et que cette concurrence, je suis convaincu qu'on va la préserver parce que quand vous avez un acteur comme nous, vous voyez, et aujourd'hui on en a une preuve qui est extrêmement flagrante, qu'on continue à innover, qu'on continue à tracer notre route, qu'on a un modèle qu'on a établi il y a 25 ans, qu'on continue de respecter et qu'on arrive encore aujourd'hui à trouver des choses uniques. Et on est le premier opérateur, typiquement, à offrir l'illimité en France et à peu près partout dans le monde à quiconque, que ce soit des particuliers ou des entreprises. En tout cas, les consommateurs vous attendront au tournant si les prix augmentent, si on passe de 4 opérateurs à 3, ça c'est clair. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler d'ici là. On verra. Mais merci beaucoup. Merci Nicolas Thomas. Donc ce nouveau forfait qui est disponible depuis aujourd'hui. C'est ça. Le forfait Free Max. 20h48, direction tout de suite la rédaction de BFM Tech comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech. Et Kesso Diallo nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Kesso. Bonsoir. Et ce soir, tu vas nous parler de Grok, l'IA d'Elon Musk qui traduit automatiquement les publications en langue étrangère sur X. Je l'ai constaté moi ce matin. Oui, moi je l'ai constaté hier et d'ailleurs c'est pas très joli à voir. C'est une fonction que le réseau social a déployée sans nous prévenir et d'ailleurs il l'impose à tous les utilisateurs. Mais c'est quand même possible de voir la version originale de ces publications traduites grâce à un bouton dédié appelé « Afficher l'original ». Ces publications, comme tu l'as dit, elles sont traduites par Grok, le chatbot d'Elon Musk. Et évidemment, quand on parle d'IA, le résultat n'est jamais toujours bon. Et là, c'est surtout avec des langues comme le japonais et le chinois. Mais même avec l'anglais, qui est la propre langue de Grok, il y a quand même des erreurs. Il peut par exemple avoir du mal avec les noms propres, qui sont aussi des mots qu'on utilise au quotidien. Je pense par exemple à un article que j'ai vu où il a littéralement traduit also par également, ce qui est juste. Sauf que dans le cas présent, il s'agissait quand même du nom d'une filiale, ce qui était assez drôle. Ouais, c'est ça qui est un peu parfois bêta. Mais on peut désactiver cette traduction automatique, je crois. Oui, et heureusement, au vu des résultats, c'est assez facile d'ailleurs. En fait, il faut passer par le bouton « Afficher l'original » dont je parlais tout à l'heure. En appuyant sur ce bouton, non seulement on voit la publication originale, mais on a aussi ce bouton qui devient « Afficher la traduction » et à côté, une petite roue crantée qui apparaît. En fait, c'est en cliquant sur cette roue que le réseau social va proposer en fait, de désactiver la traduction automatique. Mais il y a un piège parce que tu pourras seulement le faire dans la langue de la publication en question. Ah oui. Ça veut dire que tu devras le faire pour chaque langue que tu verras, espagnol, japonais, chinois. Donc j'espère que tu ne suis pas beaucoup de personnes qui parlent d'autres langues que le français. Écoute, je sais pas, il faudra que je regarde parce que c'est vrai qu'on se rend plus trop compte maintenant. Mais en tout cas, c'est une fonction qui peut être intéressante. Oui. Mais attention, encore tout, voilà, améliorer et ne pas croire forcément les traductions de Grok de manière aveugle. Merci beaucoup. C'était Kesso Diallo de la rédaction de BFM Tech. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, bien évidemment, on vous renvoie sur le site de BFM Tech. On va parler maintenant de médecine, d'intelligence artificielle avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. J'accueille sur le plateau de Tech & Co Audrey Duval. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes vice-présidente exécutive Affaires Corporate chez Sanofi et vous êtes présidente de Sanofi France. Merci de nous consacrer quelques minutes pour parler d'innovation. Alors l'innovation chez Sanofi, c'est un peu votre moteur. Elle existe depuis toujours parce que sans innovation, sans recherche et développement, vous ne trouveriez pas toutes ces molécules qui soignent des gens. Et ce qui est intéressant, c'est que vous vous associez à Station F pour essayer de trouver peut-être grâce à l'IA des molécules de demain. Alors c'est passionnant ce sujet-là. Peut-être un mot déjà sur Sanofi, alors qu'il y a une entreprise évidemment qui est l'un des géants de la médecine aujourd'hui. En quelques mots, quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous présenter Sanofi ? Bien sûr. Alors Sanofi, effectivement, notre cœur de métier, c'est d'innover et c'est de soigner les patients. Donc on a à cœur d'utiliser cette innovation partout dans l'entreprise, à la fois bien évidemment en recherche et développement, mais aussi dans l'outil industriel. Et donc on le fait bien évidemment avec nos collaborateurs, mais aussi en s'associant avec les meilleurs partenaires. Et donc c'est l'objet de ce partenariat avec Station F aujourd'hui. Alors c'est intéressant parce que Station F, c'est véritablement le campus où ça grouille, où il y a énormément de startups dans divers domaines d'ailleurs. Donc là, vous allez être en immersion dans Station F. Pour faire quoi en fait ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors l'idée, c'est de collaborer ensemble. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est à la fois pour les startups via ce programme qui est unique, qui est le premier programme en santé à l'échelle avec Sanofi. Donc les startups
peuvent bénéficier de l'expertise de Sanofi, mais aussi nous, à Sanofi, c'est de bénéficier de ces startups et donc de se challenger réciproquement. Alors il y a 3 domaines sur lesquels on souhaite innover. Un premier, notre cœur de métier, vous l'avez dit, trouver les molécules. Donc en termes de design, de cible des molécules. Un deuxième, la data. On souhaite collaborer avec eux sur l'analyse de la donnée. Et un troisième domaine qui est un petit peu moins connu, pour prédire la réaction des médicaments et la réponse de ces médicaments, d'aller sur des nouveaux modèles, donc des modèles digitaux, par exemple pour mimer des systèmes, le système immunitaire, donc les systèmes biologiques. L'IA, c'est quelque chose que vous ne découvrez pas, j'imagine. L'intelligence artificielle, les algorithmes, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Je reçois beaucoup de startups dans Tech & Co, justement, des startups qui sont spécialisées dans la santé et qui bien disent que en fait, l'IA est géniale pour accélérer en fait, le processus de développement des molécules. Est-ce que vous en êtes convaincu chez Sanofi ? Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui ou est-ce qu'il y a encore des doutes sur tout ça ? Non, c'est une réalité, on en est convaincu. Et il y a une équation qui est toujours très compliquée dans la santé. C'est une équation temps et coût. Donc pour développer une molécule, ça a encore, j'ai envie de dire 10 ans à peu près. C'est un coût qui était autrefois autour d'1 milliard, qui est maintenant autour de 2-3 milliards. Ah ouais. Et c'est aussi malheureusement encore très inefficace, puisqu'on a à peu près 90% d'échecs. Donc on est convaincu que l'intelligence artificielle va nous aider. Vous dépensez des milliards, parfois pas pour rien, parce que j'imagine qu'il y a malgré tout... Non, ça fait avancer la science. Ça fait avancer, mais vous avez des déceptions suite à ces investissements sur des molécules dont n'arriveront pas dans les mains des patients. Donc on est convaincu que via ce type de partenariat avec ces startups, on va pouvoir innover, encore une fois, sur la recherche, le développement, et c'est une très très belle collaboration avec Station F qu'on a. On a beaucoup parlé évidemment pendant le Covid justement de l'accélération de la tech, justement pour les vaccins dont vous êtes un acteur important. Ça a été le cas en fait. Est-ce qu'il y a eu en tout cas une prise de conscience même de la part de la société que en fait, la tech faisait partie véritablement des boîtes comme la vôtre ? Alors, ce n'est pas encore très bien connu, mais en tout cas, nous, on est convaincus qu'on peut le faire et qu'on peut le faire en France. Donc, quand vous disiez que ce n'est pas nouveau, effectivement, ce n'est peut-être pas connu pour l'opinion publique, mais pour nous, ça fait des années qu'on travaille sur ces sujets. On a notamment 3 accélérateurs digitaux en France. Donc, un pour les solutions pour les patients et les professionnels de santé à Paris, un deuxième à Paris pour la recherche et le développement, et un troisième qu'on a ouvert très récemment à Lyon sur l'outil industriel. Donc, l'IA, pour nous, c'est bien évidemment pour la recherche et le développement, mais encore une fois, pas que, c'est sur toute la chaîne de valeur. On l'utilise aussi pour l'outil industriel. Audrey Duval, j'imagine que toutes les personnes qui nous écoutent aimeraient avoir cette question, donc je vais vous la poser. Quels espoirs peut apporter l'IA justement dans la médecine, à votre avis ? L'espoir pour nous, c'est une course contre le temps, parce que les patients, ils ont besoin de cette innovation et ils l'ont besoin, bien évidemment, le plus rapidement possible. Et nous, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que cette innovation, elle aille vite dans les mains des patients. Je vous le disais, c'est à peu près 10 ans pour découvrir des molécules. Donc c'est un gain de temps. Est-ce que vous arrivez à chiffrer aujourd'hui l'accélération que peut apporter l'IA sur ce temps long de 10 ans ? Alors, pas encore sur le temps. En revanche, on a déjà des preuves concrètes sur le cibler des molécules ou trouver des nouvelles cibles. On a déjà, grâce à cet accélérateur, notamment en recherche et développement, trouvé 10 nouvelles cibles thérapeutiques. Donc, ce n'est pas forcément encore visible sur le temps. En revanche, sur des sujets, par exemple, de cibles thérapeutiques, oui, c'est déjà concret. Là, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, vous allez rencontrer des startups que vous avez déjà sélectionnées. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, c'est tout le début, on l'annonce aujourd'hui. Donc, il va y avoir une période. De nous en garder la primeur. Vous avez la primeur. Donc, entre aujourd'hui, 31 mars, pendant un certain nombre de temps, on ouvre, on va dire, la période pour les startups de venir nous proposer ce qu'ils veulent en termes de collaboration. Après, au mois de mai, on va finalement regarder ces différents dossiers, puisqu'il y aura une sélection qui est faite avec Sanofi. Et puis après, on se lance parce que l'idée, c'est d'aller très vite pour qu'on puisse vraiment arriver à des solutions concrètes. Très rapidement, c'est des projets qui sont sur plusieurs mois. Donc, on est vraiment sur un objectif concret et rapide. Donc, l'idée, c'est de quoi ? De repérer 15 à 20 startups, c'est ça qui ferait partie d'une cohorte ? Exactement. Et de mettre à la disposition l'expertise en fait des chercheurs chez Sanofi. Donc, ces startups vont travailler main dans la main avec nos équipes et puis on va les accompagner pour
pendant plusieurs mois pour trouver des applications concrètes. Vous parliez tout à l'heure de jumeaux numériques, c'est un sujet passionnant en fait. Et là aussi, l'IA peut apporter une chose, c'est-à-dire reproduire un événement biologique finalement qui est difficilement reproductible finalement, et que l'IA pourrait faire, c'est ça? Oui, on aimerait bien, par exemple, nous, on est très experts en immunologie, on aimerait avoir en fait un système qui nous permettrait de prédire des réponses de molécules sur un système immunitaire. Donc l'idée, c'est la prédiction. Tout ce qu'on peut anticiper et prédire, bien évidemment, ça nous permet, encore une fois, d'aller plus vite et donc d'amener ces médicaments plus vite dans les mains des patients. Voilà, très intéressant tout cela, et on a hâte de découvrir quelques-unes de ces startups que vous allez sélectionner. On pourrait peut-être se donner rendez-vous juste avant l'été. Eh ben, grand plaisir pour faire une étape sur cette première vague. Pour les découvrir, en effet, très intéressant. Merci beaucoup Audrey Duval, vice-présidente exécutive Affaires Corporate Sanofi, et vous êtes donc la présidente de Sanofi France. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venue nous voir. Ce Tech & Co est terminé en ce mardi soir. On se retrouve demain mercredi, 19h30, et je vous le disais, émission spéciale puisque nous fêterons demain les 50 ans d'Apple. Et oui, le 1er avril 1976, Apple était créé par Steve Wozniak et Steve Jobs. On vous réserve une émission exceptionnelle avec des personnalités qui ont travaillé au sein d'Apple, qui ont travaillé avec Steve Jobs, et on aura évidemment plein d'histoires à vous raconter. On aura notamment sur le plateau de Tech & Co Tony Fadell qui est, on va dire, l'une des pierres angulaires d'Apple. C'est lui qui a inventé l'iPod, qui a aussi été à l'origine de l'iPhone. Autant vous dire que voilà, cette émission demain s'annonce passionnante. À demain, dès 19h30, en direct évidemment, mais après les replays, les podcasts qui vous attendent. D'ici là, belle soirée et à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.